Salut la compagnie. Fou, on souffle là, hein. On souffle parce que, waouh, qu'est-ce que ça a été compliqué cette phase de poule de Champions League et le match de Dortmund. On est passé à ça de la disqualification en C1. Vraiment, c'était... Alors, je peux pas dire... Il y a plein de gens qui m'ont dit, oh, c'est un miracle, Paris a été extrêmement chanceux. Mais bon, faut arrêter avec ça. Si Paris en est là aujourd'hui, c'est quand même qu'ils ont mérité cette seconde place. Et ça reste, même si, quand on finit la 6e journée, on se dit, waouh, GG, félicitations, on a réussi à passer la phase de poule. C'est une déception. Parce que mine de rien, quand on voit le tirage au sort qu'on a eu, oui, c'est un groupe de la mort. Je trouve que le nom était approprié, mais Paris était au-dessus des trois autres. Paris était au-dessus des trois autres. Et là, Dortmund qui est premier du groupe avec, je crois qu'ils ont 11 ou 12 points, je sais plus exactement. C'est Paris qui aurait dû avoir ce score-là. C'est Paris qui aurait dû avoir ce score-là, et c'est les trois autres qui auraient dû se battre pour la deuxième place. Et ça c'est une déception au final. Mais quand on voit la physionomie, en tout cas, de ce match-là, je me dis qu'il y a eu beaucoup de choses positives. Il y en a eu d'autres qui sont très inquiétantes pour la suite. Et on va parler d'abord des éléments positifs, parce qu'il y en a eu déjà Donnarumma. Parce que Donnarumma, on lui a quand même pas mal tapé sur les doigts depuis quelques temps. Il a toujours été plus ou moins impérial sur sa ligne. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. En tant que gardien de but, il est très bon. Par contre, c'est clair que au niveau des relances, c'était quand même pas top la plupart du temps. Là, j'ai eu, à chaque fois qu'ils ont lui passé le ballon, j'avais des frayeurs. Et finalement, bah, ça s'est plutôt bien déroulé. De son côté, je précise, Warren Zaïre-Emery, impérial. Ce mec, il a 17 ans, putain, c'est fou, quoi. Et là, pendant le match, il a juste été masterclass. Il a géré le milieu de terrain comme il fallait. J'avais peur au début parce que quand j'ai vu la compo de Luis Enrique, je me suis dit, il y avait que deux vrais milieux, en fait. Il y avait Warren Zaïre-Emery, il y avait Vitinha, la crème de la crème. Bon, je pense qu'il manque quand même Ugarte, mais c'est vrai qu'Ugarte, depuis quelques temps, il n'est pas vraiment en jambes. Mais Vitinha, c'était chaud parce que... Enfin, Vitinha. Zaïre Emery, c'était chaud parce que tu te dis, il s'est blessé il y a quand même pas si longtemps que ça, il devait peut-être pas être à 100%, et il décide quand même de l'aligner, ce qui montre soit qu'il a un talent inestimable et que il va bientôt être dans le top 2 des top 2 mondiaux, soit que le Paris Saint-Germain au milieu de terrain, c'est quand même pas top. Je pense que c'est un mélange des deux raisons, mais du coup, en milieu de terrain, il a géré. Le but qu'il met, c'est un peu l'apothéose de tout ça. Et encore une fois, on va devoir en parler. Je ferai la partie, non, je vais faire la partie négative après. On va continuer sur Vitinha. Je trouve que ce joueur-là, il est véritablement l'avenir du Paris Saint-Germain. Mbappé, je vais pas dire que Mbappé c'est fini parce que c'est pas vrai, mais je veux dire aujourd'hui, s'il y a un joueur qui se bat à fond sur le terrain, qui est à 200% en permanence, c'est pas Mbappé, c'est pas Marquinhos, c'est pas Donnarumma, c'est Warren Zahir Emery. Ce mec, il est en train de donner sa vie pour le club à chaque match. C'est incroyable, vraiment. L'enthousiasme et le talent dont fait preuve ce jeune garçon. Les gars, faites-lui signer un long contrat, là. Il faut qu'il reste 6, 7, 8, 10 ans au club, là. Faites une Verratti, voilà, je veux que le mec il reste plus de 10 ans au club. On a besoin de ce genre de joueur. Surtout, le milieu de terrain, c'est un poste qui est extrême. Moi, je trouve que ça fait partie, plus encore que l'attaque, ça crée le jeu, vraiment. C'est la transition entre la défense et le milieu de terrain. Et en plus, c'est un joueur qui est capable de faire des coups d'éclat en attaque. On l'a vu encore une fois ce soir. Donc, vraiment, là, pour moi, c'est les deux coups de cœur. C'est Donnarumma et Zaïre Emery qui sont vraiment deux joueurs qui ont porté ce match. Alors évidemment, ils sont pas le seul, hein. Il y en a d'autres qui ont vraiment bien joué aussi. Enfin, bien joué. Qui ont eu des coups d'éclat de temps en temps, on va dire, parce que pour moi, il y a vraiment ces deux joueurs-là qui ressortent complètement de la liste, parce que le reste, waouh, c'était compliqué. Alors Mbappé, il n'a pas été mauvais dans ce match-là, et ça aurait été Kolo Muani qui avait fait le match d'Mbappé, j'aurais dit qu'il avait fait un bon match, mais on parle d'Mbappé. On parle d'un joueur qui est censé faire partie des deux meilleurs mondiaux. On n'arrête pas de nous dire que Haaland et Mbappé, c'est le nouveau Ronaldo et Messi, ils vont se battre pour le ballon d'or et tout. Alors déjà, une chose est claire, on n'aura plus jamais, en tout cas pas pour l'instant, un duo qui crève l'écran au-dessus de tout le monde, comme c'était le cas avec Ronaldo et Messi, avec Haaland et Mbappé. Ça me paraît évident, pour l'instant en tout cas, ou en tout cas Haaland est au-dessus, peut-être parce qu'il est dans un club qui lui joue les premiers plans en C1 véritablement, alors que Paris c'est pas vraiment le cas en fait. Puis championnat de France est toujours moins médiatisé que de jouer au Real Madrid, au Barça et tout ça. Mais Mbappé, il a fait un match moyen par rapport à ses compétences habituelles. Je veux dire, ouais, il n'a pas été mauvais, mais globalement, bah encore une fois, il a été très mauvais au finish, hein. Bon,
Il y a eu l'arrêt quand même, c'est Zouleux, je crois, qui arrête son but. On peut dire que c'était un but, quoi. C'est frustrant. C'est frustrant. Il y a eu beaucoup de chance de la part de Zouleux, mais ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ça vaut 3 buts, ce qu'il a fait. C'était fou. Cet arrêt qu'il fait, il est incroyable. Mais en dehors de ça, alors il y a eu quelques bons appels, il y a eu quelques bons trucs de sa part. Il y a eu un caviar, je crois qu'il a donné à Colomboigny, je crois. Je sais plus si c'est à lui ou à quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais en tout cas, il a joué correctement. Il a joué correctement, mais pas au niveau du joueur qu'on peut attendre, enfin de ce qu'on peut attendre d'un joueur de cet acabit-là. Voilà, c'est Mbappé, c'est le joueur qui est censé porter l'attaque à lui tout seul, et c'est vrai que depuis pas mal de matchs, c'est pas le cas. Je crois d'ailleurs, j'ai vu des stats, je crois qu'il a fait sur 6 matchs de poule, là, les 6 matchs de poule, il a mis un but qui n'est pas un penalty. C'est tout. On attend quand même mieux d'Mbappé. On est d'accord, on attend quand même mieux d'Mbappé. Alors c'est super, hein. Il nous plante des buts de fou quand il joue contre Nantes, quand il joue contre ces clubs-là. Mais c'est en C1, mon gars, que t'es là pour faire la différence, en fait, véritablement. Hein, c'est là. Et pour l'instant, c'est absolument pas le cas, et c'est super triste. Et en plus, c'est symptomatique. Et là, on va partir sur les points négatifs de l'équipe, et je terminerai par l'apothéose de tout ça. C'est symptomatique parce que l'attaque de Paris, elle est dans le dur, c'est compliqué. Quand on voit ce qui s'est passé, le match de Newcastle plus le match qu'il y a eu là, c'est la continuité. Hein. Vraiment des actions vendangées. Alors c'était Barcola pour le match d'avant, là c'était Lee. C'est Kangin Lee là, qui a été transparent. Je pense que le mot est bon. En dehors de l'action qu'il fait, le caviar qui rate qui est improbable de rater ça. À part ça, je crois que Kangin Lee, j'ai rien vu de bien. À un moment donné, il fait une frappe, il dévisse. Je crois carrément qu'elle part en touche. Elle part en touche, je crois. C'est dire à quel point il l'a complètement foiré. Je veux dire, je comprends même pas qu'il soit resté sur le terrain une mi-temps. Hein. C'est incroyable, voilà. Colomboigny, ben, il a été... Encore une fois, j'ai l'impression que le mec est super mou, quoi. C'est-à-dire qu'il fait des coups d'éclat de temps en temps, il cavale, ça se passe bien. Mais par contre, devant le but, bah, tu fais une passe au gardien, quoi. C'est une passe au gardien qu'il fait quasiment en permanence, quoi. C'était tellement décevant. Et petit Barcola, encore une fois, ça fait partie... C'est un peu comme Lee, c'est des joueurs auxquels on n'attend pas forcément qu'ils fassent des trucs de fou. Et en plus, il a été très, très mauvais. Enfin, il n'a pas eu de réussite au match face à Newcastle. Mais là, bah, il a fait un poteau, mine de rien, il a fait un poteau. C'est pour ça que quand les gens me disent « Ouais, Paris, il mérite pas et tout », quand tu vois la physionomie du match contre Newcastle et contre Dortmund, c'est des matchs où on est censé gagner largement. C'est des matchs où on est censé gagner largement. Alors non, ça n'a pas été le cas, évidemment. Et on va pas non plus dire « Ouais, c'est pas normal qu'on ait fait match nul », même si c'est un peu le cas pour moi. Mais c'est un match qu'on aurait pu tout aussi bien gagner ou perdre parce que contrairement à Newcastle, qui a quand même subi pendant tout le match il y a 2 semaines, Dortmund, ils ont eu des actions de folie. Ils ont eu des actions de folie. Et on va parler du but, d'ailleurs, parce que putain, mais cette défense qu'on a, elle pue la merde. Je vois pas d'autres mots pour la décrire, elle pue la merde. Il y a deux trucs que je remarque. Alors, quand c'est pas Donnarumma qui se chie dessus, c'est les autres défenseurs. Et je pense sincèrement qu'on a tous en tête un match, ou 2 matchs, voire même 3 buts que Paris s'est pris, dans lequel la défense fait des mauvaises séries de passes, perd la balle bêtement à cause du pressing qui leur fait peur et tout ça, et ça entraîne un but. Là, c'est littéralement ce qui s'est passé. C'est Dortmund qui met la pression sur les Parisiens, et les Parisiens avec Hakimi, et d'ailleurs, en petite parenthèse, mais ce genre d'action, ça arrive quasiment tout le temps de la droite. Les pertes de balles en faisant des séries de passes par les milieux ou les attaquants adverses qui enchaînent par un but, ça n'arrive que à droite quasiment. Regardez, c'est incroyable. Et donc, il y a eu cette action-là à droite, avec Hakimi qui se chie dessus, qui a été pour moi, encore une fois, enfin, qui a été transparent lui aussi pendant ce match-là, et tous les défenseurs en panique, c'est pas possible, quoi. Quand tu vois... Alors, la perte de balle est incompréhensible pour des joueurs professionnels en Champions League. Voilà, déjà, d'une part. Et d'autre part, la façon dont le but est marqué, c'est encore une fois une défense à chier qu'on a ici, avec... Il est tout seul, l'attaquant il est tout seul dans la surface. Il est à... Allez, on va dire 4 mètres. Il est à 4 mètres du but. Il y a 3 défenseurs parisiens qui sont sur la ligne de Donnarumma. Explique-moi l'intérêt d'être sur la putain de ligne de Donnarumma. Il n'y a pas un joueur qui se dit « Oh, bah, ce serait bien d'aller sur le porteur du ballon. » Personne qui veut bloquer ce joueur qui est en train de se balader. Et t'as le joueur au milieu, là, entre le rond de penalty et le but, qui est pas marqué. Le gars, il a la balle, je crois qu'il fait un contrôle. Il ose faire un contrôle. C'est presque une insulte, les gars. Il a le temps de poser le jeu.
Il a le temps de poser, quoi. À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Je sais qu'on n'est plus au marquage à culotte dans les années 90, mais à un moment donné, il faut quand même... Tu peux pas laisser ce genre de joueur tout seul là, c'est pas possible. Au moins, coupe la trajectoire, je sais pas. C'est fou. Y a rien qu'à aller dans ce but. Encore une fois, la défense de Paris pue la merde. Là, j'ai cru comprendre qu'il cherchait un milieu de terrain. Et je comprends, parce qu'en termes d'effectifs, bah, on a Solaire et machin, là, qui... si t'as pas Ugarte, Vitinha et Wayers Emery en milieu de terrain, t'es dans la merde, hein, voilà. Donc il faut un milieu de terrain, mais quand tu vois la fébrilité de la défense qu'on a aujourd'hui, et aussi la fébrilité de l'attaque, qui est encore une fois pas capable de concrétiser dès qu'on joue autre chose que Sedan, enfin j'exagère, hein, je veux pas être méchant avec Sedan, mais dès qu'on joue autre chose que des matchs, des équipes de milieu de tableau de Ligue 1, ben on galère à marquer, et en plus Dortmund, encore une fois, c'est pas City et tout ça, quoi. Donc la question qu'on peut se poser, alors déjà oui, on mérite d'être qualifié. Hein, faut arrêter de déconner, hein, les gens qui expliquent que Paris mérite pas, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. J'ai vu une stat qui est intéressante et qui explique que je crois qu'il y a eu une trentaine depuis 4-5 ans, je crois que depuis 4-5 ans de VAR dans la C1, il y a eu une trentaine de... je crois qu'il y a eu 20 cas, je crois, 21 cas, où il y a eu des actions de but, où la VAR est intervenue pour changer l'orientation du match. Et dans ces 20 fois, 4 fois, ça a été en faveur du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que toutes les autres, c'était en défaveur. Bon, je dis pas qu'il y a eu un but derrière, mais en tout cas, des trucs qui auraient pu entraîner un but derrière. On a, je crois que c'est 15 ou 25% des situations qui sont en notre faveur. Donc, faut arrêter. Surtout que le match de Newcastle, il y a quand même 3 actions ultra litigieuses où on peut siffler un penalty. Il y a eu la main, il y a eu la faute, il y a eu la main qui a été sifflée à la fin. Donc, gueuler parce qu'il y a eu ce penalty sifflé à la fin, c'est une accumulation, je pense, pour l'arbitre, qui s'est rendu compte qu'il y a 2 cas où ça aurait été légitime. Je dis pas qu'il aurait dû siffler absolument et que c'était une faute de pas le faire, mais il y a des moments dans le foot où t'es là, tu fais bon, c'est à l'interprétation de l'arbitre, il est là, il fait bon, je pourrais siffler penalty, je pourrais ne pas siffler, je siffle pas là, puis la deuxième fois il se redit la même chose, je siffle pas là, puis la troisième il dit bon, il y a eu 2 fois où j'ai pas sifflé, où j'aurais pu siffler, là je vais quand même le faire, même si c'est aussi limite, pas litigieux, mais c'est limite, voilà, donc faut arrêter de dire n'importe quoi avec ce match de Newcastle, la deuxième place on la mérite, et on ne mérite pas mieux, et c'est là que je me pose une question qui peut peut-être vous intéresser, est-ce que ça aurait pas été mieux justement qu'on finisse en C3 ? Parce que là, vu le niveau de l'équipe actuelle, la C1, qu'on soit premier ou deuxième du groupe, faut arrêter au bout d'un moment là. J'ai vu là, il y a eu le délire avec Mbappé qui est là à se plaindre parce que les 5 dernières minutes, on pousse pas parce qu'on est sûr d'être qualifié. Bah Paris est pas serein les gars. Et ce match-là prouve que pour moi, Luis Enrique a eu raison, stratégiquement parlant. Ça servait à rien de prendre le risque d'aller gratter la première place. Surtout que même si t'es premier du groupe, tu te tapes un deuxième, donc c'est plus tranquille la 8ème de finale. Mais t'as le quart de finale derrière. Si tu gagnes, je vais dire une connerie, mais si tu joues, j'ai pas vu les équipes qui sont passées, donc on va dire au pif. Si tu joues Porto par exemple et que au match tu passes Porto, le quart de finale, bah t'as eu, je sais pas moi, Real contre une équipe autrichienne et le Real, bah tu le tapes en quart. Donc en fait, c'est juste reculer pour mieux sauter. Dans l'idée, la première place, ça permet d'être serein à un match, mais c'est tout. Et Paris n'était déjà pas serein en phase de poule, clairement. Si tu voulais vraiment faire la différence, mec, et être sûr d'être qualifié et d'être premier, eh ben, il fallait taper correctement Newcastle il y a 2 semaines, fallait que tu mettes un putain de but, et fallait que tu mettes un putain de but ici aussi, tu peux pas... Vous êtes en manque de réussite pendant 85 minutes. On est à 2 doigts de se faire tamponner et de se faire disqualifier. C'est arrivé. Virtuellement parlant, on a été disqualifié à beaucoup de moments dans ce match-là. Et tu te dis, non, il faut jouer les 5 dernières minutes à fond. Bah non, et Paris n'est pas capable. Et Paris était trop en danger pour se permettre de faire ça. Luis Enrique a eu raison. Je le répète encore une fois, Luis Enrique ne devait pas prendre ce risque. Tant pis, c'est pas grave, on se mangera un gros. Et de toute façon, si on mérite d'aller loin en C1, on disqualifiera un gros. Parce que ça arrive forcément à un moment donné. Et on mérite pas d'aller loin. On mérite pas d'aller loin parce que ce Paris Saint-Germain est taillé pour la C3. Soyons clairs, on a beau avoir dépensé 350-400 millions d'euros, quand tu vois l'attaque Colomwani et Dembélé, Ramos, et puis après je sais pas combien on a payé Barcola, et je sais pas si on a payé Kangli, mais t'as 300 millions qui sont sur la table pour eux, à peu près je pense. 300 millions sur la table. C'est quoi cette efficacité offensive de merde ? Franchement, ça pue la merde. Ça pue la merde, on est nul à chier.
On est nul à chier. L'équipe, elle est en reconstruction et je trouve que les achats qu'on a fait, je comprends toujours pas le Kolo Muani 90 millions. Hein. Je le dis depuis le début, depuis le mois d'août, où on est en train de... Où on est là, on fait « Oh, Kolo Muani, il est à 90 millions, Paris a tenté 70 millions, ils ont refusé Dortmund. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Ça servait à rien. Ça servait à rien, franchement, c'est... Je veux dire, voilà, le hors de prix, surcoté, etc. Il va peut-être prouver quelque chose au bout d'un moment, mais en tout cas, là, il n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Je suis désolé, il n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain, et Paris Saint-Germain n'a pas le niveau pour la C1, là. Alors après, Luis Enrique dit qu'on va s'améliorer et tout. Il a une boule de cristal, visiblement, pour deviner ce qui se passe. Donc toutes les équipes vont stagner, régresser. Mais Luis Enrique, on lui demande comment il va faire pour faire en sorte que l'équipe s'améliore en conférence de presse. Sa réponse, c'est « J'ai de l'expérience, donc je le sais ». Comment en gros dire que tu sais pas, quoi. C'est le meilleur moyen, quoi. Donc on aurait peut-être dû... Est-ce que c'est pas mieux, et là je pose la vraie question, est-ce que ça aurait pas été mieux d'être déversé en C3 et de la gagner? Bon, la gagner, si tu la gagnes pas, c'est inutile, mais est-ce que ça aurait pas été mieux d'être déversé en C3 et de gagner la C3 plutôt que de continuer en C1 et être disqualifié en 8ème? Parce que honnêtement, t'as 80% que c'est le scénario qui va arriver. Vraiment. En plus, à part une surprise, je crois, avec... une équipe espagnole. La plupart des équipes que j'ai vues, elles sont supérieures au Paris Saint-Germain que j'ai vu pendant la phase de poule. Donc dans l'idée, il y a quand même de grandes chances. Si on se tape le Bayern, le Real, même Barça, ou bah, évidemment City, on est dans la merde. On est dans la merde, soyons clairs. Ça va mal se passer pour nous, je pense. Donc ça peut toujours changer. Il se passe 2 mois c'est une éternité dans le foot. Mais c'est quand même très inquiétant le Paris Saint-Germain qu'on a vu là en C1, et je me dis quand même que là, on est sur une pente descendante avec Paris, que finalement, l'équipe qu'on avait l'an dernier, où on a beaucoup gueulé, parce que oui, il y a eu cette défaite face au Bayern, oui, l'équipe en Ligue 1, c'était pas ça, surtout à la fin, mais au final, elle tenait plus la route que celle qu'on a aujourd'hui. Alors bon, on reconstruit, donc si ça se trouve, ça va mettre un peu de temps, et en janvier, tout sera bien huilé, et on va déchirer et tout, mais c'est clair que quand tu vois ce match-là, tu souffles, et tu souffres beaucoup. Voilà, donc Paris qualifié dans la douleur, avec une équipe qui est ultra fébrile, que ce soit défensivement ou offensivement, ça va pas du tout. Pour moi, ça va pas du tout. Mais, quand même, je précise, j'ai vu un truc dans ce match-là, parce que je le dis à la fin malheureusement, mais j'ai vu un truc, c'est qu'on a eu la niaque. On a eu la niaque, on avait envie de le gagner ce match. J'ai senti quand même malgré tout les joueurs investis. Pas tous, évidemment. Hein. J'ai l'impression que Marquinhos, c'est que l'ombre de lui-même depuis ce match contre le Real il y a 2 ans. Mais globalement, je trouve que on s'est plutôt... On a vraiment... J'ai eu l'impression, en fait, d'avoir... que cette équipe, elle avait plus ou moins une âme, vous savez, qu'elle avait la niaque, qu'elle voulait gagner. Chose qui n'a pas toujours été le cas depuis le début de la saison. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça, de voir cet entrain, cet enthousiasme, même si, bah, pour moi, il y a 10 joueurs et il y a Mbappé. Bon, il était numéro 9, donc c'est peut-être normal qu'il soit moins à fond dedans et qu'il reste en pointe à attendre le ballon pour marquer. Mais dans ces cas-là, marque, putain. Je veux dire, je veux bien gueuler sur le fait que tu fasses aucun repli défensif, que t'agresses pas le porteur du ballon quand t'es en attaque et tout ça, mais dans ces cas-là, tu me plantes 2 buts, et là, je te dirai rien si ça arrive, mais là, j'avoue que... on va pas reparler d'Mbappé, mais vraiment, c'est une déception pour moi. Il est pas au niveau auquel on l'attend. Il est pas mauvais, mais il est pas au niveau auquel on l'attend. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire, hein. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, eh ben, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!